Ah oui. Et du coup, ça perturbait l'artiste. Et ça, j'aime pas. Maximilien, bienvenue. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va quand même préciser qu'on est content de pouvoir se revoir enfin. Oui. Après 2 échecs en numérique, finalement, c'était bien utile Voilà, d'avoir ces 2 exactement. échecs pour pouvoir se voir enfin et revivre la librairie comme elle était initialement prévue. Alors Maximilien, avant de te présenter, on va expliquer pourquoi tu es là. Donc tu es là pour désapprendre, pour innover, et en finir avec l'innovation washing. Je le mets sur les 2 caméras. Donc, on va parler de ce concept de désapprendre, de désapprenance, qui nous semble, on partage cette utilité, ce concept, cette importance-là. Donc avant de rentrer dans le pitch, dans les questions qu'on va aborder, je te laisse te présenter, comme je sais que D'accord. tu as besoin de nous dire quelque chose, certaines choses, pardon. Eh bien, c'est à toi. Vas-y. Ok, écoutez, je suis ravi d'être là. Donc, pour me présenter, je suis praticien auprès des entreprises et startups sur comment surfer sur quelle nouvelle création de valeur demain. Nouvelle création de valeur à double titre. Premièrement, comment engendrer une nouvelle courbe de développement pour notre entreprise. Et deuxièmement, et ce n'est pas anodin, c'est comment engager nos hommes en conséquence. Notre environnement évoluant en discontinuité du passé, les entreprises doivent se réinventer. Et donc mon domaine d'intervention porte sur la stratégie et l'innovation qu'il faut plus que jamais intégrer pour y parvenir. Je peux expliquer mon profil en 2 points. Tu peux. Le premier aspect de mon profil, c'est que je suis un passionné et non dogmatique sur ces 2 sujets, la stratégie et l'innovation, qui, aussi cocasse que ça puisse paraître, méritent eux aussi de se réinventer dans leur pratique. Donc cela fait près de 20 ans que j'adore m'ouvrir aux limites des approches actuelles sur stratégie et innovation pour trouver, expérimenter et proposer de nouvelles approches plus efficientes pour les entreprises. C'est ce que je porte à travers mes différents ouvrages, dont cet ouvrage-là. C'est aussi ce que je porte à l'APM à travers les expertises, mais aussi lors des conventions. Par exemple, il y avait une convention où j'étais intervenu avec Hélène Munier sur se mettre consciemment en incompétence et y rester. Et aussi la dernière convention, ouvrez la boîte à ridicule. Avec Nelly Labert. Voilà. Et le deuxième aspect de mon profil, c'est que toute innovation ou stratégie ne sera pas pertinente si elle n'est pas portée par le collectif. Donc je conçois mon rôle comme étant de créer les conditions pour que le collectif porte son projet, que ce soit un projet d'innovation ou un projet d'entreprise. C'était bien de te représenter, même si le réseau te connaît quand même. Tu as éprouvé le réseau, tu l'as vu. Tu es en plus force de proposition sur tout un tas de sujets, tes expertises évoluent. Et c'est ça qui est intéressant quand tu dis je suis un passionné et non un dogmatique, c'est que finalement, tu es capable aussi de revenir parfois sur ce que tu dis parce que les choses évoluent. Oui. Donc tu es bien à l'image de ce que tu portes et c'est ce qu'on cherche à la PM. Donc ça, c'est très bien. De la cohérence. Alors, avant de rentrer dans le fond de l'ouvrage, moi, j'ai besoin de te demander, finalement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'innovation washing? Parce qu'on entend greenwashing, on a un avis, en tout cas, de ma perception, c'est un peu négatif. Est-ce que tu peux nous redéfinir ça, nous reclarifier ce concept de washing et encore plus avec l'innovation? Oui, alors l'innovation washing, en fait, c'est pas du tout une critique de quelqu'un qui se prend pour quelqu'un qui est au-dessus des autres et qui critique ce qui se passe. Non, en fait, l'innovation washing, c'est quelque chose qui est inconscient dans l'entreprise. Okay. Alors, je veux dire par là, donc, 2 choses par rapport à ça. La première, c'est qu'en fait, tant qu'on ne sort pas du statu quo, on aura beau faire de la créativité, on est ébloui par nos idées alors qu'elles s'inscrivent dans le statu quo. Et du coup, on croit qu'on innove alors que ce n'est pas exact, on n'est pas sorti du statu quo. Donc, on est victime, en quelque sorte, c'est malheureux à dire, c'est humain, de notre propre escroquerie quant à la sensation d'avoir des idées innovantes. Le deuxième aspect qui fait qu'on est un peu dans le washing, c'est qu'en mon sens, toute innovation doit créer de la valeur. Or, aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte que beaucoup d'entreprises doivent innover et non pas ont envie d'eux.
Et du coup, elles sont plutôt à se dire il faut qu'on innove parce que sinon on va peut-être mourir ou on va souffrir. En termes d'image de marque aussi. Oui, voilà, ou peur d'eux. Parce qu'on est, pour moi, ce qui me fait mal, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation soit une réponse à une peur. Alors que l'innovation est la résultante d'une envie et c'est la résultante d'un parcours. Et du coup, quand on a cette posture de il faut qu'on innove, plus on a de projets, plus on a l'impression d'innover. Et là où il y a du washing, ça ne crée pas de valeur. Parce qu'on fait une usine à gaz dans l'entreprise qui est noyée dans plein de projets qui d'ailleurs ne sont pas si innovants que ça. Premier point de tout à l'heure. On est finalement, c'est des innovations qui sont dans le statu quo historique. Et à partir de là, ça désengage les hommes. Et donc, en fait, ça empoisonne l'entreprise. Donc, quelque part, c'est un peu cette notion-là pour lesquelles nos chères entreprises et start-up méritent de nouvelles réponses. Parce que c'est pas du tout une critique de quelqu'un qui se croit supérieur aux autres. Non, c'est quelque chose dont souvent les entreprises et start-up sont victimes, sans forcément s'en rendre compte, ou peut-être incidemment au bout d'un parcours à s'en rendre compte. Ouais. Alors, tu viens de le dire, s'il n'y a pas de valeur, finalement on n'innove pas. Ouais. Alors, si on ne crée pas de valeur ou il n'y a pas de valeur à la finalité, on fait quoi finalement si on n'innove pas? Quel mot on pourrait mettre sur cette situation? C'est intéressant, c'était le fondateur de Hewlett-Packard qui disait beaucoup plus d'entreprises meurent de boulimie que de famine. D'accord. Donc ça, c'est un premier point. Donc en fait, les entreprises qui ont la sensation d'avoir de plus en plus de projets sont dans le fantasme que forcément, ça va leur permettre d'innover et ça va forcément créer de la valeur. Ça, c'est le premier piège. D'accord. Le deuxième point, c'est que les meilleurs entrepreneurs sont missionnaires. Un missionnaire, il cherche à apporter des choses. Une étude récente montrait que les meilleurs entrepreneurs sont insurgents. Okay. Se mettre en insurgence, c'est se dire, c'est pas normal ceci, et je veux donner une réponse. Donc un missionnaire, lui, ce qui compte, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, je pense que la performance économique d'une entreprise, elle est liée au moteur humain. Et quand on regarde le moteur humain, un des points clés du moteur humain, c'est quelle est notre énergie à apporter quoi à travers l'entreprise. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, je te donne un exemple, nous, notre énergie, c'est on prend un équipement client et on relève des défis techniques dans la durée pour le faire progresser. Imaginons que ce soit l'énergie qui anime les hommes d'une entreprise. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de la recultiver, cette flamme. Et la recultiver, c'est se mettre en errance sur, tiens, mais c'est quoi les diverses problématiques liées à faire progresser un équipement technique dans la durée? Ouvrons-nous à ça et n'essayons pas de démontrer tout de suite qu'on a une bonne idée. Étonnons-nous. La meilleure façon de désapprendre, c'est la machine à étonnement. C'est s'étonner de tas de choses et c'est ça la clé de la désapprenance. Eh ben, tu m'offres la transition parce que, effectivement, la boulimie, tu l'as dit, se positionner sur tout, essayer de tout faire, vouloir tout faire et avoir l'impression d'être innovant dans ces actions-là, c'est un peu se mentir à soi-même. Et finalement, il faut avoir la bonne intention dans le bon projet pour y amener de la valeur humaine et tout un tas d'autres valeurs quantifiables, j'ai envie de dire. Et tu parles d'errance. Et là, c'est très important parce que dans le monde de l'entreprise, peut-être encore plus aujourd'hui, l'errance est très mal vue. On a le temps de rien, on ne se laisse pas le temps de rien. Il y a d'ailleurs une pub sur un ordinateur, je crois il n'y a pas longtemps, où la clé du succès, c'est de ne rien faire, de prendre le temps de ne rien faire. C'est vrai. Donc, c'est la bascule, avant de rentrer encore un peu plus dans le vif du sujet, mais de se dire, voilà, après une période comme la nôtre, où des entreprises ont failli mourir, certaines ont perdu pied complètement, est-ce qu'on a le temps de désapprendre aujourd'hui en tout cas? Alors, est-ce qu'on a le temps de désapprendre aujourd'hui? Deux réponses opposées. Hein. Ouais. La première, c'est qu'avec la Covid, beaucoup d'entreprises se sont mis dans un activisme assez impressionnant. Et en fait, elles ont rajouté des choses. Et à cause de ça, elles ne peuvent pas être agiles. Quand on est trop complexifié à faire trop de choses, on ne peut pas être agile. Donc en fait, on ne peut pas prendre le temps si on doit faire plein de choses qui s'enchevêtrent entre elles et dont une grande partie est toxique. Donc est-ce que ce n'est pas le moment pour nos chères entreprises de s'alléger de leur complexité inhérente liée au fait de rajouter sans cesse des choses? Un manager, inconsciemment, involontairement, rajoute des choses à faire.
Ça a été démontré par Ouais. Ron Ashkenaz, qui est un expert en leadership. Et donc, il y a un premier point clé par rapport à ta question, c'est de se dire, est-ce qu'on ne doit pas prendre le temps de revenir au less is more et d'alléger l'entreprise de tout un tas de choses toxiques. Voilà. Et ce qui est terrible avec la Covid, c'est que on s'est activé sur le pont, et puis on a changé, mais on n'a pas nettoyé. On n'a pas enlevé des tas de choses, et je ne pense pas qu'on puisse faire un virage stratégique sans alléger l'entreprise. C'est pas possible, c'est un fantasme. Ça, c'est le premier point. Ouais. Le deuxième point, c'est que les meilleurs disrupteurs sont des procrastinateurs. Donc, si on veut tout de suite innover, on aura tendance à vouloir disrupter l'existant, alors qu'il vaut mieux créer une disruption. Donc, créer une disruption, c'est accepter de sortir de ce qu'on sait, de ce à quoi on croit, pour librement s'étonner de ce qu'on ne sait pas. Le sage est celui qui s'étonne de tout. C'est Paul Valéry. Et à partir de là, faire une machine à étonnement collectif qui, petit à petit, va laisser venir des étonnements qui sont des potentialités de nouvelles valeurs. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on se disait en off, c'est finalement, il faut arrêter de regarder les choses en se disant, on peut se les approprier, on peut même calquer ce qu'on est en train de voir, mais Oui. finalement, laisser venir ce qu'on est en train de regarder Voilà. à soi, prendre le temps de le digérer, de se l'approprier et de voir comment on peut effectivement pas se l'approprier, mais l'utiliser à notre image. Voilà, exactement. Mmh. Un exemple très bête que je vais dire, on parle beaucoup du biomimétisme, oui. Alors que, comme je le dis, non, c'est du bio-étonnement. S'étonner qu'une pomme tombe, à la limite, c'est ridicule. N'empêche que c'est ce qu'a fait Newton. Aujourd'hui, par exemple, s'étonner, concrètement, c'est très concret l'étonnement. Je m'étonne de ce qu'un chat est capable de faire, rien qu'avec des griffes rétractables, qu'il peut commander comme il veut. Pourquoi est-ce que demain, je n'appliquerai pas ça sur l'homme ? Et à partir de là, qu'est-ce que je fais ? Je peux en faire un loisir, ou je peux en faire des applications militaires, voire professionnelles. Souvenez-vous, d'ailleurs, souviens-toi, Frankie Zapata, en s'étonnant de la puissance du jet d'un scooter, finalement, il a fini par faire une application loisir où on plonge dans l'eau, on a l'impression d'être Iron Man, ouais. Et il l'a fait aussi dans l'air tout récemment en traversant la Manche. Mmh. Et effectivement, après, ça peut se développer dans des domaines voilà. plus professionnels, voire militaires, voilà. comme tu le disais. Et ce qui est très intéressant par rapport à ta question, c'est quel est votre pourquoi mettre ? La clé des entreprises pour se mettre en errance, c'est redévelopper la curiosité individuelle de manière collective. Et là où j'interpelle nos auditeurs, c'est combien de fois vous entendez pourquoi dans votre entreprise. Si vous n'entendez plus de pourquoi, vous n'êtes plus en curiosité. Et si vous n'êtes plus en curiosité, vous voudrez disrupter l'existant et vous ne créerez pas une disruption. Alors, tu parles du collectif, comme tu l'as dit dans ta présentation, et pour le projet d'entreprise, effectivement, ça passe par le collectif. Mais on a des dirigeants d'entreprise. Donc, le dirigeant qui veut insuffler une énergie à son collectif, mais qui finalement parfois est un petit peu tout seul aussi à justement impulser ça. Donc, désapprendre pour innover, quand je lis ça comme ça, avant même de rentrer dans le fond, je pense collectif. On désapprend ensemble pour innover ensemble. J'ai envie de te demander, est-ce que le dirigeant, à un moment, ne doit pas se désapprendre pour finalement après désapprendre pour innover ? Est-ce qu'il y a cette notion à un moment aussi de modifier sa perception des choses, d'accepter de devoir évoluer. Comme toi, tu le fais, par exemple, de dire, moi je t'ai entendu quand je suis arrivé dans le réseau, dire, je suis peut-être venu dans votre club il y a 3 ans, j'ai dit ça, aujourd'hui je peux peut-être dire l'inverse. Ouais. Voilà, mais c'est de la création de valeur, parce qu'effectivement les choses évoluent. Est-ce qu'un dirigeant doit se désapprendre pour pouvoir à un moment désapprendre ? Alors, complètement. En fait, c'est Picasso qui dit « Tout acte de création commence par de la destruction ». Donc, amusons-nous, je me laisse venir, j'accepte de me sortir du statu quo, à m'y perdre. Ouais. Et un dirigeant devrait avoir l'hygiène régulière de faire ça. À cet égard, peut-être, regardez la création de l'APM, c'est Pierre Belon qui a pris conscience de ça. Si je veux que ma boîte progresse, c'est moi le problème. Et moi, si je veux progresser, il faut que je sorte de mes schémas de pensée. Ouais. Et donc, j'ai besoin d'une machine à étonnement. À la limite, l'APM, l'origine de l'APM, c'est aider des dirigeants à se questionner. Et un exemple de ce que je pratique à l'APM en ce moment, c'est que je propose une co-destruction de l'entreprise du dirigeant Jean-Michel grâce à ses collègues et sous forme d'un co-développement. Et donc là, en fait, Jean-Michel, il arrive, il exprime, ça c'est mon entreprise, il l'a préparée. Et pendant une session, on s'accorde à peu près 1 heure, où les autres, avec une approche de production silencieuse, vont s'amuser à détruire
tous les trucs qu'il a écrits, rien que pour montrer ce que ça peut donner. Et après, on demande à Jean-Michel, alors, en quoi ce que tu as lu de nos destructions t'étonne? Et à partir de là, on lui dit, Jean-Michel, qu'est-ce que tu pourrais faire comme Unlearning Expedition sur toutes nos bêtises? Une Unlearning Expedition, c'est je vais aller voir là-bas, lié à ce que vous m'avez dit, qui est une destruction de ma façon de penser, rien qu'en allant là-bas pour m'étonner. Pas pour vérifier que votre idée est bonne. Je vais aller voir là-bas pour m'étonner. J'ai besoin de voir autre chose. Voilà, de m'étonner de ce que c'est. Alors, et l'autre aspect, c'est on lui dit, et qu'est-ce que tu vas faire comme expérimentation? Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est on veut tout de suite faire des POC, prouver une idée. Expérimentation pour prouver une idée. Non, on va faire des expérimentations pour s'étonner. Et une étude montrait d'ailleurs que les meilleures, entre guillemets, les réussites de projets disruptifs à risque, elles ont tout un point commun quand elles ont réussi. C'est quand on fait un retour d'expérience de tous les retours d'expérience d'étonnement. Donc, cette phase d'errance, elle est disciplinée à capturer des étonnements et à les recompiler sans cesse sous forme d'un rétex des rétex. Et c'est ce qui fait que chemin faisant, on trouve une innovation décisive. C'est intéressant, c'est la sérendipité. La sérendipité, c'est quand on se rend compte qu'on a trouvé une stratégie innovante ou une innovation décisive qu'on n'avait pas cherché, ni même imaginé au départ. Mais je fais souvent le lien avec toi et d'autres experts, d'autres expertises. Et il y a quelque temps, on avait... c'est l'errance, il faut le faire. Voilà. C'est ça. Mais exactement. Tu as dit, c'est discipliné. Et c'est important de le dire, notamment aux dirigeants. Alors, je vais d'ailleurs te poser cette question ensuite, mais c'est pas de l'errance, c'est pas du vide, quoi. C'est discipliné. On peut faire à l'instar de Philippe Nassif en philosophie, le vide fécond, le vide créateur. C'est la même chose. Enfin, faut pas penser, il faut pas penser que on s'arrête. On s'arrête, il y a quand même un état d'esprit et des choses à avoir en tête pour y aller. Et donc, je faisais le lien avec Victoria qui disait qu'il faut laisser place à l'intuition, mais finalement, son intuition, faut la cadrer quand même. On ne peut pas non plus que vivre de son intuition sans avoir des clés, des cadres ou des bornes. Donc, avant de rentrer sur le troisième chapitre qui est très intéressant, je pense, pour nos dirigeants, même si les deux premiers aussi, mais le troisième me semble très pertinent, j'ai une autre question sur le dirigeant. Est-ce qu'il y a, donc on en a parlé, un contexte favorable au désapprentissage? Est-ce qu'il y a un contexte, donc je t'ai pris l'exemple du Covid, mais finalement, est-ce qu'il y a aussi une notion de génération? Est-ce que les dirigeants d'une cinquantaine, soixantaine d'années, sans flageller personne ou dire quoi que ce soit de négatif, mais est-ce que c'est plus propice à une génération d'être dans cette logique d'errance plutôt que d'anciens dirigeants qui devaient être dans la production et qui pensaient peut-être différemment de la nouvelle génération? Alors, par rapport à ça, moi j'ai 57 ans, j'ai vécu des époques qui étaient relativement en continuité du passé. Or, les approches stratégiques actuelles, elles datent de 70. Donc, dans les années 70, on faisait le SWOT, on analysait les activités stratégiques et c'était bon. Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant et fascinant, c'est qu'on est face à des discontinuités de plus en plus nombreuses. Donc aujourd'hui, c'est crucial de se réinventer. Ce n'était pas crucial à l'époque. Donc en fait, ce n'est pas la question d'âge, c'est la question de situation. De contexte. Aujourd'hui, c'est crucial de se réinventer. Et on voit bien aujourd'hui d'ailleurs que la plupart des ruptures stratégiques depuis 30 ans ont été introduites par des nouveaux entrants. Alors que les acteurs en place ont, depuis 30 ans, cherché à innover avec des moyens plus conséquents que ceux qu'avaient ces nouveaux entrants au départ. Donc on voit bien que les entreprises aujourd'hui, il devient crucial de prendre le temps de se réinventer, et c'est ce qui fait que chemin faisant, elles surferont sur une nouvelle création de valeur. Mais c'est un parcours qui part d'une extrême à l'autre. On se met en errance, on accepte de se perdre, et on va à une autre extrême qui est, on est dans l'efficience à la puissance carrée. On est mercenaire, on est dans l'efficience, alors qu'ici on est missionnaire, on est dans l'errance, on est dans, entre guillemets, dans le fantasme de toutes les valeurs, de tous les étonnements qu'on peut trouver. Et c'est intéressant, on revient à l'enfant de 3 ans qu'on était et qui s'étonne de tout parce qu'il ne sait rien. Et tout le problème de la désapprenance, c'est que plus on sait des choses, plus ça nous empêche de s'étonner sur ce qu'on ne sait pas. Et donc désapprendre, c'est vraiment se dire, je me méfie de ce que je sais et je m'étonne de ce que je ne sais pas. Et c'est ce que disait Einstein, celui qui est plus capable de s'étonner, son esprit est mort. Mais alors ça, j'imagine que ça doit s'inculquer, en fait, ça doit être un espèce d'état d'esprit qui doit s'inculquer très tôt.
Parce qu'après, à partir du moment où on a l'impression d'avoir réussi quelque chose grâce à ce qu'on connaît, grâce à notre expérience, grâce à nos pratiques, grâce à nos talents, effectivement, ça va être difficile de venir dire à quelqu'un bah non, mais il faut repartir de zéro. Et c'est la transition sur le chapitre 3. Ouais. Quand on est dans le statu quo, mais le statu quo efficace, où ça fonctionne finalement, pourquoi il faudrait désapprendre? Alors, ça, je viens d'en parler. On est face à des discontinuités majeures. À la limite, pour moi, le plus gros danger de nos entreprises, il est le même que le plus gros danger de notre planète. Le danger de notre planète, le problème qu'on a avec notre chère planète, c'est qu'elle est lente à souffrir. Donc tout le monde s'en fout. Et bien les entreprises, elles ont le même problème. C'est le syndrome de la grenouille. Tu mets une grenouille dans de l'eau froide à feu doux, elle va mourir parce que c'est trop lent. Alors que si tu la mets dans de l'eau brûlante, elle va s'en sortir tout de suite. Nos entreprises, elles feraient bien de se dire quels sont les feux doux qui nous obligent à sauter maintenant. Et tu ne peux pas avoir les feux doux si tu ne te mets pas en errance. C'est pas possible. Donc ça, c'est fondamental. Et par rapport à ta question, en fait, je pense qu'une entreprise doit ritualiser une organisation pour l'errance qui est couplée à une autre organisation pour l'efficience. Et dans l'une, il y a un patron ou une patronne, c'est le référent de l'errance. Et dans l'autre, il y a le référent de l'efficience. Et l'intérêt étant que chaque collaborateur, dans son emploi du temps, il ait des rituels d'efficience, mais aussi des rituels d'errance. Une personne ne peut pas porter les deux, tu penses? Non, parce que ce n'est pas crédible. D'accord. Si tu dis à tes équipes, écoutez, trouvez des idées ridicules, ce qui est le propre de l'errance. Toute vérité franchit 3 étapes. C'était Schopenhauer. En premier lieu, elle est ridiculisée. Donc si vous n'allez jamais dans le ridicule, vous avez tout faux. Au contraire, remplissez la boîte à ridicule. Dès que vous sentez qu'il y a des choses ridicules, moi je rêve et on le fait dans des entreprises, au lieu d'avoir la boîte à idées, on remplit la boîte à indices de croyance. Tiens, j'ai trouvé ça ridicule, je le mets dans la boîte. Et là, on fera des expéditions et des expérimentations. Et donc ça veut dire que d'un côté, il faut bien mettre en œuvre l'efficience. D'ailleurs, revenir au less is more sur l'existant pour dégager de la disponibilité. Et à partir de là, on a une autre organisation qui est l'errance, et qui avec un référent de l'errance, avec des rituels qui sont expliqués et des outils et des approches qui sont expliqués dans le livre. Et là où il y a un problème, c'est que ça ne marche pas si entre les deux, vous n'avez pas une machine à élagage. Ça ne marche pas. Donc en fait, quelque part, j'appelle ça la tridextrie. Premier point, il faut être doué en errance. Deuxième point, il faut être doué en élagage. Et troisième point, il faut être doué en efficience sur peu de choses. Voilà. Eh bien, parfait. Alors, depuis tout à l'heure, on parle du concept. Est-ce que tu as peut-être enfin, je dis peut-être, mais évidemment que tu en as, des outils, enfin des exemples vraiment de désapprentissage? Là, on a compris les 3 moments, mais est-ce que tu peux nous montrer, nous indiquer une méthode, un exemple très précis de désapprentissage? Alors, déjà, la désapprenance, c'est une dynamique qu'on met en œuvre dans l'entreprise et elle vise à sortir du statu quo. Et il y a 2 points clés pour le faire. C'est curiosité individuelle. On développe collectivement la curiosité individuelle. Je vais te donner un exemple. Je suis arrivé dans un Starbucks et il n'y avait personne. Et par curiosité, j'ai demandé à la personne qui était en face de moi, je lui dis, votre caisse là, votre écran, il fait quoi? Et voilà ce que j'ai découvert. En fait, Starbucks a tout inclus dans la caisse, le management des hommes. Tel qu'il n'y a pas besoin de manager. Et le gars m'a dit, la personne m'a dit, voilà, moi si je veux prendre des vacances, je ne discute pas avec le manager. Je discute avec la caisse. Alors ça peut paraître cynique, mais c'est pas grave si c'est cynique. Je me suis étonné de me dire, finalement, ils ont encapsulé dans la caisse tout le management du magasin pour en alléger d'autant mieux le franchisé. C'est intéressant, je ne suis pas sûr que tous les franchisés fassent ça. C'est un exemple. Et l'autre aspect, donc ça c'est le premier point. Donc on est en curiosité, moteur et la curiosité. Et le deuxième, on se met en dissidence de l'existant, dissidence collective de l'existant. La dissidence, voilà. C'est vrai. Et ça passe par un cycle que je vais résumer comme ci. On a des axes d'errance que je vais expliquer. Sur ces axes d'errance, ça nous pointe du doigt des étonnements ou des choses pour lesquelles on va faire des unlearning expérimentations. Donc on fait des expérimentations pour s'étonner. La plupart des mets favoris des gens ont été trouvés par ratage. Donc faire un ratage, c'est pas inintéressant. Unlearning, et non pas prouver qu'on est intelligent. Et on fait aussi des unlearning expéditions.
Une Earn-Learning Expedition, c'est on va là pour s'étonner. Et à partir de là, donc le cycle, c'est ça. On a des axes d'errance. On fait sur dès qu'on a des indices, on fait des Earn-Learning Experiment, Earn-Learning Expedition. Et à partir de là, on compile tout ça et on recommence. Okay. Et on laisse venir. Maintenant, je peux expliquer quelques axes. Évidemment. Alors, je peux donner l'exemple d'un axe qui est de se dire, amusons-nous à faire des intersections entre ce qu'on fait, ce qu'on a et ce qui est autour. Donc, un exemple, c'est une entreprise pour laquelle j'ai travaillé et qui est à l'APM, Sodijante. Okay. C'est une entreprise qui fait des jantes de tracteurs. Et on s'est dit, tiens, on s'est dit, mais finalement, le problème de l'agriculteur, c'est qu'il aimerait, quand il est sur la route, aller assez vite, d'où les pneus sous pression. Et quand il arrive sur le champ, son rêve, ce serait de dégonfler les pneus pour que les pneus n'abîment pas le sol et qu'ils adhèrent encore mieux quand il fait tout son travail, notamment sous la pluie. Et ils ont inventé, parce que c'est grâce à ce travail d'errance, c'est eux qui l'ont trouvé, ils ont inventé la chose suivante. On va faire l'intersection. Alors, je sais pas si on se dit, on va mettre un compresseur. Le problème d'un compresseur, c'est qu'un pneu, c'est 1 mètre cube et il faut du 5 bars. Il faut 3/4 d'heure avec l'électricité du tracteur. Okay. Donc, on a inventé l'intersection de la fonction jante. La jante sert à porter le pneu et elle sert de bouteille d'air comprimé. Et donc, quand j'arrive sur le champ, je vide l'air dans la jante. Et quand je repars sur la route, la jante revide dans le pneu. En 5 minutes, on retrouve les 5 bars sur 1 mètre cube. Okay. On a même fait l'intersection avec son téléphone portable parce qu'il ne va pas penser à le faire. Et donc, en fait, comme dans le téléphone portable, il y a un capteur GPS, c'est le téléphone portable qui dit au tracteur, vas-y, dégonfle les jantes. C'est le moment, ouais. Et au moment où le tracteur franchit une route, vas-y, regonfle les jantes. Voilà un exemple d'intersection. Okay. C'est un exemple d'axe. Hein. Et vraiment, quand on fait ça, on ne cherche pas à être intelligent. Oui. On cherche à s'étonner encore. Et donc, il faut prendre le temps, il faut se donner le temps. Ouais, mais c'est ça, en fait. Le temps est important, encore plus maintenant, j'ai l'impression. Et c'est très important de se rappeler qu'il ne faut pas être intelligent. L'idée, c'est vraiment de se dire, on y va, on tente. Et c'est important de comprendre que quand tu parles de désapprentissage, de désapprenance, ce n'est pas qu'une méthode, c'est un état d'esprit avant tout. C'est une dynamique, ça passe par des outils, ça passe par un système itératif, rétex et rétex, c'est rigoureux, c'est en même temps ouvert et rigoureux. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de travailler avec des chercheurs émérites et c'est ce qu'ils me disent. L'errance n'empêche pas la discipline, bien au contraire. En fait, quand j'ai trop de moyens, gère pas bien. Ouais. Donc c'est quand j'ai pas de moyens que je suis obligé d'être discipliné. Et donc je fais attention à tous les indices d'étonnement. Et c'est là que je trouve des choses. Ouais, non, mais c'est ça. Et je complète, parce que je t'ai souvent entendu, c'est pas parce qu'on dit qu'on innove, et c'est pas parce qu'on dira qu'on désapprend qu'on va désapprendre. Ouais. Ça, c'est important de le rappeler, parce que voilà, c'est quelque chose qu'on doit vivre, c'est pas quelque chose qu'on doit faire. C'est intéressant ce que tu dis. D'un côté, je me rappelle d'un chercheur liégeois avéré, connu, qui me dit, quand on veut avoir des subventions européennes, il faut dire où on va. Ouais. Moi, je ne sais pas où je vais. Par contre, c'est là où je vais qui, si je suis bien discipliné, à l'observer, à m'étonner, va me montrer là où il faut aller. Ça, c'est l'extrême positive. Dans l'extrême négative, une étude récente montrait que tous les grands patrons du Fortune 500 qui ont annoncé des virages brutaux dans le digitaux, ils ont tous été remerciés au bout de 5 ans, dont par exemple Jeff Immelt, patron de General Electric. Et pourquoi, dit l'étude? Parce que le virage digital, il faut d'abord changer la façon de voir les choses. C'est ça. Et donc ça prend du temps. Ouais, il faut changer la façon de voir les choses et les gens, enfin pas les changer, les transformer, mais il faut que les gens évoluent avec ça. On ne peut pas leur imposer un changement brutal, puisque c'est eux, comme tu le disais si bien, qui accompagnent le changement. Et ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est que quand on favorise le pourquoi mettre, la curiosité, des études montrent que ça décuple l'engagement des hommes. Oui. Donc c'est intéressant, mettre en errance les hommes, ça va décupler l'engagement des hommes. Et alors pourquoi on ne le ferait pas, quoi Parce qu'on saura pourquoi on fait les choses. Exactement. Et on aura envie de les faire parce qu'on sera passé par ce moment de réflexion. Ok, j'adhère à ça. Pourquoi j'y adhère? Voilà. Ouais, non, mais Et par rapport à ta question, un dirigeant en errance va dire aux équipes, montrez-nous des directions auxquelles on ne croit pas, quoi. Ouais. Provoquez-nous, soyez utilement dissidents. C'est une étude qui montrait que les entreprises qui développent le mieux l'esprit critique
sont les plus innovantes. Ouais. Et elle disait d'ailleurs, attention au mot bienveillance, qui est mal interprété. Comme il faut être bienveillant, je ne dirais pas, alors qu'au contraire, développer l'esprit. Il faut bousculer. Il faut bousculer de manière bienveillante. Exactement. Mais tu nous fais un clin d'œil. On travaille avec un cabinet là au CONI où on travaille sur les futurs possibles. Oui. Et donc on nous a demandé de faire le scénario du dirigeant de 2030 et d'y aller dans l'extrême. Mais c'est vrai que tu vois cette posture-là, on se permet de le faire. Alors l'APM, là, je trouve que c'est vraiment le lieu pour ça. C'est que finalement on peut oser, on peut y aller, on peut tenter quelque chose. Donc tu vois, on est dans cette dynamique-là et avec des experts comme toi, je fais le lien aussi avec Flora Bernard, par exemple, qui parle du sens. Finalement, même si c'est moins opérationnel, mais il faut se poser la question. Il faut prendre le temps de savoir quel sens on met dans nos actions. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, un des axes que je propose, c'est non pas de demander aux gens de l'entreprise d'écrire la science-fiction, c'est pas possible. Ouais, c'est pas... Non, on demande à des science-fictionneurs de faire notre science-fiction. Ouais. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Par exemple, demander à des jeunes érudits de l'intelligence augmentée de nous dire, ben voilà, faites la science-fiction de notre business, on vous écrit notre business, amusez-nous à faire la science-fiction à 50 ans, c'est extrêmement intéressant parce qu'à partir de là, on va prendre toutes leurs conneries qui sont à considérer comme des choses à potentiel. Ouais. Donc la connerie, c'est comme le disait Einstein, si une idée n'est pas impertinente, alors c'est peine perdue. Donc on leur demande de nous fabriquer de l'impertinence et là on va se mettre en errance là-dessus, on va faire des expéditions et petit à petit c'est les hommes qui vont eux-mêmes s'approprier la science-fiction. Ah non mais on fait un clin d'œil à Pierre-Antoine Marty du coup qui nous apporte ça dans le réseau, qui est un jeune expert et voilà c'est ça. Alors il est docteur en SF et en histoire et spécialiste de la SF et il demande aux dirigeants de se projeter dans un monde de 2030. Quel est le rôle du dirigeant en 2030 ? Et est-ce qu'un dirigeant... Enfin, tu vois, c'est c'est exactement ce que tu viens de dire. Mais moi, attention, une nuance. Par exemple, il y a un des axes que je fais, c'est je propose de nous faire interpeller par des champions dans un autre domaine. Oui, voilà. C'est un peu ça. Et se faire interpeller... Alors, je te donne un exemple. J'ai travaillé pour une entreprise dans l'agroalimentaire qui a un produit assez émotionnel. Et j'ai fait venir une entreprise qui fait un site de rencontre. Okay. Et là, on a dit au site de rencontre, on va vous dire le moins de choses possible sur nous pour ne pas vous influencer. Ouais. Et maintenant, comment vous nous voyez ? Et on a noté tout ce qu'il disait. Qu'est-ce qui vous choque quand vous nous découvrez ? D'après vous, quelle est notre question stratégique ? Quel est notre problème stratégique ? D'après vous. Et on a tout noté ce qu'ils nous ont dit. Et en gros, ils nous ont dit, écoutez, voilà, vous êtes dans l'émotionnel, vous ne l'imaginez même pas. Et alors que nous, les sites de rencontre, c'est, d'après eux, pas toujours émotionnel. Ouais. Je laisse imaginer ce que ça veut dire. Et donc, ils nous ont dit, nous, on ferait ci, nous, on ferait ça, et patati patata. Et en fait, les dirigeants ont beaucoup mieux accédé à ça que si je leur avais dit, faites de la science-fiction et lâchez-vous à faire ça. Tu as besoin de les rattacher quand même à quelque chose dit de plus concret, quoi. Entre guillemets. J'ai besoin de les confrontes à des gens qui ont... Par autrui. Ouais, voilà. En fait, la confrontation par autrui, c'est fabuleux. C'est ce qui marche. Voilà. Alors, je vois qu'Aurélie nous a indiqué le temps. Avec Maximilien, on le savait, qu'on allait déborder un petit peu. Donc, on va s'arrêter là. Je conseille à tout le monde de le lire. Parce qu'en termes de concept, en termes d'outils, c'est un moment d'errance de le lire. Oui, alors peut-être un point, c'est vrai que je propose d'autres approches par rapport aux classiques de la stratégie et de l'innovation qui peuvent peut-être remuer les choses. Et je le fais en toute humilité. Par contre, je me suis attaché à montrer tout un tas d'allégations et ce ne sont pas des intuitions, ce n'est pas une façon de m'amuser à critiquer. Au contraire, je porte des nouvelles choses et il y a à peu près 120 allégations. Par exemple, il est démontré que les grands classiques de l'innovation, Lean Startup, Design Thinking, méthode agile et même les hackathons, en fait, ils ne permettent pas de sortir du statu quo. En clair, ils ne permettent pas de se comporter en nouvel entrant. Ouais. Alors, ils sont utiles après, mais ils empêchent la désapprenance. C'est un moyen. Voilà. C'est un moyen. Ouais, mais ça sera notre phrase d'accroche peut-être pour stimuler les gens parce que ça, tu vois, c'est bien le reflet de ce qu'on s'est dit pendant ce temps-là. Maximilien, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Et à bientôt. Avec grand plaisir. Dans une prochaine librairie. Merci. Merci.